Bienvenue à vous, on a la deuxième partie de l'interview. Donc, si vous n'avez pas vu la première partie, elle est disponible sur la chaîne, vous pouvez aller la regarder. Donc là, on parle de la deuxième partie, on va parler de deux grands leaders africains et de leur œuvre dans l'écologie. Donc, on va parler de Thomas Sankara. Je pense qu'il n'est plus à présenter, pour ceux qui le connaissent. Et Aminata va essayer de nous parler de son œuvre, ce qu'il a fait pour l'écologie, quelle était sa vision et exactement qu'est-ce qu'est l'héritage qu'il nous a laissé de cette partie écologique. Donc, Aminata, on parle de Thomas Sankara, on parlera du deuxième leader, vous verrez par la suite plus tard, mais déjà c'est une surprise, mais d'abord prenez Thomas Sankara. Qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui sur Thomas Sankara et l'écologie? Alors, Thomas Sankara a compris que l'écologie c'était du bon sens et qu'il fallait s'appuyer des valeurs écologiques pour développer son pays. Donc, quand il est arrivé déjà au Burkina, il est arrivé au pouvoir, plutôt au Burkina, il a souhaité s'appuyer sur les ressources internes pour développer son pays. En fait. Il disait, en gros, l'impérialisme, regardez déjà dans votre assiette. Si vous avez de la nourriture importée, c'est ça l'impérialisme, vous n'allez pas avoir plus loin. Donc, ils ont déjà commencé à développer une agriculture en respect avec l'environnement pour atteindre une autosuffisance alimentaire. Il a réussi à atteindre cette autosuffisance alimentaire. Il s'est aussi entouré pour y arriver. En plus de ça, il a beaucoup reboisé parce qu'il savait que le fait de couper les forêts, c'était pas pour l'Afrique, c'était au détriment de l'Afrique, mais ça enrichissait aussi les autres pays qui venaient acheter ce bois pour le transformer ailleurs. Donc il avait interdit ça. Il n'y avait plus de couper de bois. De couper, donc il a beaucoup reboisé, énormément. C'était du bon sens pour lui, c'était naturel. En fait, il y avait des journées de reboisement. Moi, j'avais rencontré, quand je suis allée me former en Ardèche, Pierre Ali, qui nous avait parlé. Parce que quand on est arrivé, j'étais avec mon mari, il était surpris. Il disait, des amis africains, parce qu'on était les seuls dans la formation. Et il nous expliquait quand il a rencontré Thomas Sankara, en fait. Parce que lui, il était arrivé au Burkina pour développer de l'agriculture écologique dans un centre qui s'appelle Gorom Gorom. Et Thomas Sankara a entendu parler de lui, il l'a fait venir. Donc, ils ont échangé et Thomas Sankara allait en faire son ministre de l'agriculture. Et il est revenu en France pour récupérer ses affaires et sur la route, il a appris qu'il a été assassiné. Et il disait en fait, quand on l'a rencontré, que s'il était encore en vie, il allait développer le Burkina d'une façon où on n'aurait rien à envier le Burkina. Et aujourd'hui, de l'héritage qui reste de Thomas Sankara, on a ses écrits, on a également des témoignages et on a également cette partie-là où le Burkina est resté autosuffisant et s'est servi de ses ressources. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez les Burkinabés. Parce que Thomas Sankara, en fait, a imposé l'utilisation des tissus locaux. Les gens n'étaient pas habillés en veste chemise, en fait, déjà. Il y avait le faso d'entraînement. Il y avait le faso d'entraînement. Il y a toujours même. Exactement. Mais on voit, par exemple, moi, j'ai adoré voir ça chez les Burkinabés. Quand il y a un événement, même si c'est une tenue moderne, c'est cousu en faso d'entraînement. Donc cet héritage est encore là. Même au niveau de l'environnement, il y a des centres agroécologiques qui existent au Burkina. Donc on a cet héritage-là qui est encore là. Et c'est le président panafricain qui a tout de suite, lui, appliqué cela, en fait. Après, ce n'est pas que ça, mais il était lui-même dans l'écologie de l'être. Quand on parle du féminisme aujourd'hui en Occident, mais lui, il était déjà en avance à l'époque. En fait, il y avait un jour où les hommes devaient aller au marché, et en plus, il l'imposait, il prenait une partie du salaire de l'homme pour la femme. Donc, il était vraiment, en fait, il l'imposait. Très précurseur. Tout à fait. Et sur ça, moi, je pense que tout est question de bon sens. C'était un président avec des valeurs fortes de bon sens et aussi très ancré dans ses valeurs authentiques. Un vrai leader. Voilà, un vrai leader. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on parle d'écologie, il est important qu'on le recite. Parce que souvent, on parle pas de lui, on parle même jamais de lui, alors que c'était le président qui avait tout compris. C'est ça. Et justement, on parlait du faso d'entraînement, justement. Il y a un discours, un discours très intéressant qui est mis sur la chaîne de Thomas Sankara, où il dit en fait que toute sa délégation et lui qui arrive au sommet de l'UE sont habillés
par des vêtements qui sont cousus par les artisans locaux avec du fil qui a été fait localement et du coton qui a été produit localement. Tout à fait. Donc, ça veut dire qu'il était dans une démarche où tout allait être fait localement, le coton produit localement, le fil tissé localement et le vêtement cousu par les artisans locaux. Donc c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais il avait une vraie vision écologique et développement durable. Moi, j'ai toujours pensé que Thomas Sankara, c'était le premier président écologique en tout cas. Exactement. Et je suis entièrement d'accord. Dès qu'il est venu, il parlait de 184, 85, 86. Et on a appelé de l'écologie en Europe des années bien avant. Exactement. Il avait déjà une vision que pour se développer sur la durée, il fallait appliquer ce que tu as expliqué, c'est-à-dire c'est un peu le développement durable. Mais aujourd'hui, on oublie un peu ça. Je pense que qui nous écoutent aussi, qui pensent à ce développement du continent, doivent comprendre qu'un leader comme Thomas Sankara, qui est un exemple, pour moi déjà et pour plusieurs d'autres personnes, ça veut dire qu'il faut restituer l'écologie. Il faut remettre l'écologie dans sa place, il faut remettre cette approche de développement durable dans sa place, savoir que c'est toute une chaîne. C'est-à-dire qu'au niveau de la production locale, consommation locale, toute une chaîne. Et quand on parle justement de ça, tu as parlé qu'il a dit par rapport à son assiette. Nous, on était dans une vraie approche de pouvoir consommer ce qu'on produit. Tout à fait. Donc, produit localement et consommer localement. Et je pense qu'on n'en parle pas vraiment aussi. Ça, c'est clair, on n'en parle vraiment. Ça, on parle de ces autres combats qui étaient très nobles. On n'avait que des combats nobles, hein, Thomas Sankara. Mais l'écologie en était un. Il faut qu'on en parle clairement. Donc, je veux juste que tu expliques bien, tu nous dis juste quelques mots sur l'héritage qu'il a laissé. Aujourd'hui, hormis le fait que les Burkinabés ont cette approche de vouloir se vêtir avec leur propre tissu qui est fait localement, est-ce qu'il y a d'autres éléments, d'autres points que tu penses aujourd'hui on doit retenir de Thomas Sankara par rapport à l'écologie? Je pense qu'il y a un projet de reboisement aussi qu'il avait lancé. Oui, il avait lancé un projet de reboisement. Oui. Moi, je pense qu'en fait, tout entrepreneur ou tout acteur activiste écologique de l'Afrique doit s'inspirer de Thomas Sankara. En fait, pour nous, c'est un héritage. Et moi, mon engagement, en fait, c'est renforcé en découvrant son combat écologique, en fait. Surtout quand j'ai rencontré Pierre Rabhi, qui est adulé en France. Et Pierre Rabhi, c'était qui déjà? Alors, Pierre Rabhi, il vit toujours. Il est en Ardèche, donc c'est un agriculteur philosophe franco-algérien. Donc, il est arrivé en France pendant la grande révolution industrielle. Il a travaillé en usine. Ensuite, il a décidé de tout arrêter avec sa femme. Ils sont allés en Ardèche, où il n'y avait rien du tout, pour s'installer et cultiver la terre. Donc, il a pris ce pari fou pour développer ça. Et c'est ensuite qu'il a eu des compétences pour développer l'agriculture, je peux dire de manière durable. Il a créé son centre agroécologique qui est en Ardèche, qui forme des gens. Moi, j'ai été formée là-bas aussi. D'accord, très bien. Aujourd'hui, ce centre, je peux dire, donne un peu la possibilité de voir qu'on peut planter n'importe où, en fait, même si on a un environnement qui n'est pas favorable. Donc, Pierre Rabhi est vraiment une icône en agriculture. Tous les écologistes le connaissent en France et au-delà. C'est un petit homme chétif, mais très aimant, agréable. Moi, quand je l'ai rencontré, voilà, il était très affectueux. Surtout de voir des Africains, j'étais vraiment sidérée de voir son regard très affectif. On voit qu'il est très nostalgique de cette époque de Thomas Sankara. Donc du coup, au niveau de l'héritage, pour revenir à ça, on a, je peux dire, cette histoire-là de l'écologie, ces reboisements qu'il a eu à mener, ces discours qui étaient orientés écologiques, même si, comme je le dis, en fait, on va penser à l'économie, mais il pensait à une économie pérenne. Voilà. Donc quand il parlait d'une souveraineté alimentaire, l'autosuffisance est une chose, mais la souveraineté alimentaire est encore mieux, parce que ça nous permettait de consommer ce qu'on cultive, mais de pouvoir le faire de manière considérable. Et il s'est appuyé sur les forces locales. Thomas Sankara n'est pas allé chercher Pierre Rabhi. Pierre Rabhi était au Burkina au moment venu. Donc il s'est entouré également des gens qui étaient sur le pays. Et ça, c'est important, moi, je pense, de s'inspirer de ça et que toute personne qui envisage que ce soit dans l'agriculture, dans l'écologie, pense à ce penseur-là, à cet acteur qui était avant-gardiste. Très avant-gardiste. Très avant-gardiste. Donc, je trouve que c'est même une évidence de penser à lui. Bien sûr. Et souvent, quand j'en parle, les gens ils me disent « Ah oui, mais j'avais pas pensé. » Mais finalement, c'est vrai. Ben oui. Parce que c'est évident. C'est pour ça que je veux qu'on en parle, parce qu'on n'en parle pas trop souvent. Pourtant, il faut faire un bravo, moi, je te dis bravo. Par rapport à ça aussi, je pense qu'il a fait un projet pour l'élevage de poulets, je crois. Où c'était les gars, des gens de l'armée
qui élevaient des poulets chez soi, ils disaient qu'il fallait qu'ils élèvent des poulets, qu'ils consomment des poulets, et que les personnes avaient élevé des poulets parce qu'ils avaient eu de l'excédent. C'est intéressant ça. Ça, par exemple, c'est une information que j'avais pas. Donc, il a fait plein de... il a fait, je crois que c'est dans son discours, il en parle aussi. Donc, il a plein de choses comme ça, Thomas Sankara, qu'il a fait. Et il y a beaucoup de leaders aujourd'hui panafricains qui vont aller sur un combat panafricain sans savoir que Sankara, qui est peut-être l'icône de ce combat-là, de notre nouvelle génération, parce que nous sommes les enfants Sankara. Nous, aujourd'hui, on est beaucoup inspirés par Sankara. Nous, c'est notre génération. Les années 80 un peu avant, on est très inspiré par lui parce qu'il est vraiment une vraie approche. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on mette ce combat, ce côté écologique, souveraineté, tout ça de côté. Il faut qu'on s'y intéresse de très près. Et pour rebondir sur le second leader aussi, qu'on va en parler dans cette partie, c'est par rapport à quand tu as dit qu'il fallait pouvoir planter, faire une zone aride, une zone agricole. Il y a aussi une vidéo sur la chaîne que j'ai dans mes recherches, parce que pour travailler avec Aminata, j'ai fait beaucoup de recherches sur le domaine. C'est clair que Muammar Kadhafi, qui est le deuxième leader dont on va parler aujourd'hui, avait un projet énorme au niveau d'un système et qui avait aussi une réelle vision. Et on va voir que Muammar Kadhafi, autant que Sankara, ont eu des fins tragiques, tel qu'on sait. L'un a été tué par son meilleur copain et le second a été dézingué par le temps. Mais pour revenir à Kadhafi, justement, il avait un projet dans l'écologie où il avait constaté, en fait, dans les années 50, lorsqu'on a fait les premiers forages de pétrole en Libye, on a découvert qu'il y avait des poches d'eau, d'énormes poches d'eau qui n'avaient jamais été exploitées. Donc, c'est les poches qui venaient de la Libye, je crois, un truc comme ça. Et quand Kadhafi il est arrivé au pouvoir, il a promis qu'il va exploiter ces poches d'eau pour donner de l'eau à sa population et à la sous-région, tout le Sahara. C'est-à-dire que toute la partie qui était sèche, pour faire de cette zone-là une vraie zone de culture. Donc, ça rejoint ce que tu disais on est capable de pouvoir irriguer des zones complètement sèches. Et Kadhafi, ce projet, c'est un projet qu'il a porté à tour de bras. Et c'est un projet qu'il a mis sur pied, qu'il a déployé. Donc, il a fait plusieurs points de forage et du cycle de cette eau-là. Et il a fait 2 phases. Je crois qu'il a fait la phase 1, phase 2. Et toute la partie, presque la moitié de la Libye était déjà alimentée. Et l'idée, c'était d'étendre ce projet pour le faire au niveau de tout le désert du Sahara. Et ce projet, comme je disais, il avait dépensé 27 milliards. Et le projet avait 27 milliards de dollars, pas en francs CFA de dollars, et en fonds propres, sans crédit. C'est important de rappeler. C'est important. 27 milliards de dollars et sans crédit, c'est-à-dire ça fait en fonds propres, sans crédit. Et derrière, en fait, ce projet avait plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que ça permettait de pouvoir cultiver, et on ne pensait jamais qu'on allait cultiver dans le désert. Mais il avait une vraie vision, il voulait rendre son pays souverain, souveraineté écologique, souveraineté en termes d'agriculture. Par rapport à Sankara, c'est là où les deux se rejoignent. Deuxième intérêt, l'eau était gratuite pour les Libyens, l'eau qui venait de ces forages était gratuite pour les Libyens, alors qu'avant que Kadhafi n'arrive, les Libyens avaient du mal il était assis sur l'eau. C'est-à-dire que tu es assis sur l'eau, mais tu as du mal à consommer de l'eau, quoi. Donc il avait mis ça, l'eau était gratuite pour les familles libyennes, et ceux qui utilisaient cette eau-là pour faire l'agriculture payaient juste une très faible somme. Et troisième point, ce projet permettait de ramener des compétences. Parce que derrière aussi, les gens qui devaient venir faire ces postes de pompage d'eau, tout ça, c'est des compétences qu'il n'y avait pas. Et ça créait énormément de boulot pour les gens. Ça créait beaucoup de commerce. Il y avait un développement économique très énorme. Et derrière, il y avait la compétence qui restait, qui était transmise. Donc c'est vraiment un projet. Et quatrième point, c'est pas fini. Quatrième projet, c'était au niveau de l'agriculture, en fait. Ça permettait de plus cultiver des zones qu'il n'y avait pas avant. De les irriguer. De plus cultiver. Et il avait pour ambition, justement, Kadhafi d'aller au-delà de la Libye. De faire de toute la zone. Et je pense que pour moi, c'est une des raisons qui a fait peur aux Occidentaux. Parce qu'imaginons juste aujourd'hui que tout le désert du Sahara est cultivable. Imaginez juste que mais aujourd'hui, il y a un débat qui est très intéressant autour du Sahara. C'est que l'Occident, en particulier la France, s'intéresse beaucoup au Sahara. En fait, donc, ils sont présents au Soudan, en Libye, au Mali, etc. pour protéger pour eux le Sahara. Ils nous parlent des djihadistes, etc. Mais ce projet que tu évoques, peut être un des faits qu'ils veulent vraiment mettre la main en fait sur cette partie-là. Sinon, une zone désertique, en quoi ça intéresse? C'est ça. Si cette zone aujourd'hui, je peux dire, vaut de l'or et fait qu'ils déploient leurs propres militaires sur le terrain partout, c'est qu'il y a quelque chose en fait. Et ça, c'est extraordinaire en fait de voir. Quand on nous dit c'est le désert, on vient pour sauver les populations. Donc moi, je pense que sur ça aussi, le désert, il est important de savoir avant qu'il y ait le désert, il y avait des oasis. Bien sûr. En fait.
Et une oasis, c'est un espace où on a un écosystème et un environnement luxuriant où on va avoir des plantations, on va avoir de l'eau. Donc ces oasis-là et ce qui est intéressant en fait, ça on m'en parlait à ma formation, que l'eau est très intelligente en fait. L'eau est une matière qui suit sa route. Et quand l'eau en fait passe à un endroit habituel et qu'il y a une grande sécheresse, le jour où l'eau va revenir, l'eau va reprendre en fait la route qu'il y avait. Donc l'eau a une certaine intelligence. Et la prochaine guerre qu'on va avoir dans le monde, malheureusement, ça va être la guerre de l'eau. Oui. Parce que il y a un enjeu mais capital sur l'eau. On a entendu, pour ne pas lui faire de la pub, un groupe industriel qui fabrique du lait et de l'eau, qui disait qu'il fallait capitaliser l'eau. En fait, qu'il fallait capitaliser l'eau. Donc c'est important, ce que tu dis, c'est vraiment intéressant de l'évoquer, et ce combat de Muammar Kadhafi, et de voir que ces combats écologiques de ces dirigeants qu'on a eu à évoquer, c'était pour le développement de l'Afrique, c'était pas pour le beau Dieu, et c'était pas pour embellir la Libye qu'il a tiré l'eau pour planter des oranges ou parce qu'on dit qu'il y en avait pour 5000 ans d'eau. Et l'eau est toujours présente. Et derrière ce projet, en fait, vu les dégâts qu'il y a en Libye aujourd'hui, on a, comme par hasard, on a bombardé tous les postes de pompage, donc on a tout bombardé, donc il faut tout reprendre. Et les Libyens aujourd'hui qui abondaient dans l'eau n'arrivent même plus il n'y a plus d'eau. Alors qu'ils sont, comment dire, ils sont posés sur des réserves d'eau énormes. Donc dans les forces de l'OTAN, les rebelles ont bombardé ces postes de pompage, donc il n'y a plus de possibilité de pomper l'eau qui était dans le sol. Et de deux, derrière, en fait, on ne parle même pas de ce projet. C'est-à-dire, ce projet, c'est comme s'il n'a jamais existé. Moi, j'ai fouillé pour le trouver. Hein. Et quand j'ai fouillé pour le trouver, parce que justement, je me suis posé la question, suite au décès du maréchal Idriss Déby, hein, il avait certes ses côtés qu'on peut critiquer, mais il avait ce côté qui était un peu plus, disons, panafricaniste. Je me suis dit, par rapport à Kadhafi, il est membre. Je me suis dit, mais donc, en creusant par rapport à cette mort, je suis tombé dans ce projet, j'ai poussé un peu plus loin, et j'ai vu en fait que Kadhafi il y a deux projets qu'on connaît beaucoup, dont on parle beaucoup. Le premier projet, c'est le projet de la monnaie africaine qu'il voulait faire. La monnaie africaine qui voulait en faire une monnaie panafricaine, et il avait les moyens et les réserves pour pouvoir soutenir cette monnaie. Il a. Le deuxième projet qu'il avait, c'était de faire une vraie unité africaine. Pas une unité africaine de façade comme aujourd'hui. Il avait commencé à placer ses pions un peu partout pour faire une vraie unité africaine. C'est les deux gros projets qu'on connaît de Kadhafi, avec bien sûr le projet. Il avait également le projet de satellite aussi. On parle de ce troisième projet aussi. Mais là, c'est vrai que ça, on en parle beaucoup moins que la monnaie et l'unité africaine, le satellite. Mais on ne parle pas de ce projet qui est peut-être l'un des projets capitaux pour lesquels il a perdu sa vie. Parce que moi, je pense que ce projet-là, s'il avait vu le jour, il avait déjà fait 2 phases, il y avait d'autres phases qui devaient suivre. C'est qu'aujourd'hui... l'Afrique n'aurait plus besoin d'Occident, en fait. Et ça, c'est important parce qu'il y a aussi de préserver nos écosystèmes, en fait. Là, pour aller un tout petit peu en Afrique centrale, moi j'ai l'habitude de dire, quand on est écologiste, il faut s'intéresser au Congo. Oui. Parce que le Congo est le deuxième poumon du monde, en fait, avec les forêts amazoniennes. Et dans ces forêts-là, aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de gestion, et c'est dangereux. C'est très dangereux. Et les présidents ou les gouvernements qui sont au Congo n'y pensent même pas. C'est le cadet de leurs soucis. Alors que ce n'est pas seulement le Congo que ça va affecter, hein, mais tout le monde. Parce qu'il y a un deuxième poumon du monde qui régule. C'est vraiment grave, en fait. Et je prends également toutes ces réserves qu'on a. Nous, on a un projet qu'on va aborder plus tard, qu'on a voulu appeler Tanganyika. Tanganyika, c'est le lac, le deuxième lac le plus profond au monde. Et c'est le lac qui regroupe 20% d'eau douce de toute la planète. 20% d'eau douce de toute la planète. Et Tanganyika se trouve entre le Congo et la Tanzanie.
Oui. Et ce lac... Quand tu parles de Congo, c'est bien la RDC. Hein. Exactement, la RDC. Et ce lac est très impacté par le changement climatique. Ce lac a été surexploité parce que c'est un lac qui avait des espèces et qui est encore extraordinaire que des Occidentaux sont venus pêcher pour pouvoir alimenter les aquariums et les fantasmes. Donc, c'est un lac aujourd'hui qui est très menacé. Donc, nous, dans tous les projets que nous menons, il y a de l'engagement derrière. Quand vous l'appelez Tanganyika, on dit, mais c'est quoi Tanganyika? Il y a des Africains qui ne savent même pas que Tanganyika, c'est un lac. Et que ça se trouve en Afrique, en fait. Et moi, ça me choquait. Donc, comme on disait dans la première vidéo, nous, les Africains, il y a plusieurs contextes. C'est pour ça que sur la chaîne, je mets en avant beaucoup de choses. J'ai reçu sur la chaîne aussi Théam, justement, qui a parlé aussi de l'édition du livre. Exactement. Et les Africains, il faut qu'on apprenne à se reconnecter avec notre histoire. Il faut qu'on apprenne à lire notre histoire. Il faut qu'on apprenne déjà de là où on vient. Et avec Théam, on a constaté ça quand on faisait le live, qu'on a préparé ce live-là, que justement, il y a beaucoup de personnes qui pensent peut-être, qui s'intéressent au continent, mais qui ne savent pas du tout. Ils ne vont pas lire, ils ne vont pas s'intéresser vraiment à l'essence de ce qui fait que nous sommes africains. Et c'est pour ça que je donne la parole au personnes comme ça, parce qu'il m'a dit, quand je l'ai reçu aussi, il m'a dit, Franck, merci. On m'a jamais reçu dans une chaîne où je suis venu parler de mon truc. Je lui ai dit, mais la chaîne est là pour qu'on puisse sensibiliser et passer l'information aux personnes qui peut-être ne connaissent même pas ce à quoi ils doivent connaître, parce qu'il y a vraiment qu'on peut connaître quelque chose, moi c'est même pas avoir l'information. Je lui ai dit, là maintenant les gens ne t'ont plus d'excuses. Hein. Il y a Théam qui est là, aujourd'hui tu as écologie universelle et tu as tout ce qu'on va voir plus tard pour les gens puissent s'intéresser à ça, donc il n'y a plus d'excuses. Là on a pu dire qu'ils ne savaient pas, maintenant ils le savent. Maintenant c'est chacun qui doit savoir s'il veut s'intéresser à ça ou pas. Exactement, mais au moins tu as donné... Moi j'ai l'info. Voilà. Et moi, tu as fait ta part. Exactement. Moi j'ai fait ma part, vous avez l'information aujourd'hui et je pense qu'il faut s'y intéresser. Et pour revenir à ça justement, on voit bien qu'il y a deux grands leaders panafricains, que ce soit Thomas Sankara ou Muammar Kadhafi, qui sont pour moi deux personnes qui sont parmi les deux plus grands leaders que le continent africain a eu. Muammar Kadhafi, certes, il y a des choses qu'on peut lui reprocher comme à tout le monde, mais je pense qu'il a fait beaucoup de bien au continent. Il avait une vraie vision pour le continent, tant Thomas Sankara. Donc, si on peut vraiment s'intéresser à cette vision pour faire une unité africaine, une Afrique forte, une Afrique vraiment qui va porter des valeurs puissantes, on ne doit pas mettre l'écologie de côté. Parce que c'est deux leaders qui ont vraiment porté cette vision panafricaine avec l'écologie au centre de leur préoccupation. Donc l'écologie a sa place. Il faut qu'on pense une Afrique forte avec l'écologie. Parce que ces deux leaders-là, vraiment, c'est ça que je voulais qu'on parle de ces deux leaders-là. Il y en a plusieurs d'autres, peut-être qui ont d'autres approches, mais ces deux leaders qui ont eu des fins tragiques avaient une vraie démarche, une vraie vision qui était le développement durable et à l'écologie. Donc c'est important d'en parler, c'est important qu'on le sache. Et là, bravo d'en parler, parce que on n'en parle pas du tout. C'est dommage. Voilà. Et juste qu'on parlait de ça, tu parlais de la guerre de l'eau. La guerre de l'eau, aujourd'hui, il y a un barrage, le barrage Inga, un barrage qui est en train d'être construit, en fait, qui est censé être construit en RDC. Ce barrage, il a des ressources pour alimenter toute l'Afrique en électricité. Toute l'Afrique en électricité. Et justement, il y a un autre combat encore, je pour rejoindre encore ton projet, ton propos sur la guerre de l'eau. Voyez ce qui se passe entre l'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte aujourd'hui. L'Éthiopie est en train de faire le barrage de la grande renaissance, où ils vont prendre de l'eau qui viendra du Nil. Et s'ils prennent de l'eau qui vient du Nil, ils vont avoir asséché les autres. Et il y a une guerre qui se prépare. C'est-à-dire que l'eau aujourd'hui est devenue capitale et vitale. C'est pour dire que c'est un enjeu. Il y a le barrage de grande renaissance, allez vous renseigner dessus, qui est en train d'être construit par l'Éthiopie. Et aujourd'hui, le Soudan et l'Égypte sont complètement hors de leur gond. Ils n'arrivent pas à trouver de solution. Et là, il y a Nasser qui se remue dans sa tombe. Bien sûr. En fait, parce que Nasser, quand il a nationalisé Canal Suez et tout ça, c'était pour en faire profiter à tout le monde, en fait. Et souvent, je peux dire, derrière cette ambition de l'Éthiopie, il faut aller voir qui est derrière. En fait, et quels sont les intérêts, parce qu'aujourd'hui, comme on le voit, l'Éthiopie est quasi chinoise. Elle n'est pas qu'elle est quasi, elle est chinoise. Elle est quasi chinoise. Et l'Éthiopie a besoin d'énergie pour son industrie. Parce qu'il y a des grosses industries qui s'implantent. En fait, qui s'implantent. Et il faut l'énergie. Et ça, c'est extraordinaire. Bah oui, c'est-à-dire, c'est pour dire qu'il y a un enjeu énorme. Il y a un enjeu qui se joue sur le continent. On ne doit pas s'en Réveillons-nous, en fait. Réveillons-nous. Et je pense qu'on est tous capables. Hein. Chacun à son niveau peut faire sa part. Et je pense qu'on ne peut pas porter, moi c'est mon avis, hein. Après chacun son avis, je pense qu'on ne peut pas porter une vraie vision panafricaniste, une vraie vision de grandeur de l'Afrique si on met ces débats de côté. Exactement. Parce que c'est des enjeux géostratégiques, géopolitiques qui sont très forts. On ne peut pas dire qu'on parle de développement sans
en pensant à ça. Exactement. Donc c'est pour ça que ces deux leaders qui étaient des exemples pour moi de ce domaine, je voulais qu'on en parle. On a parlé de la guerre de l'eau, on a parlé des futurs combats qu'on a menés. Et pour conclure en fait, après Aminata va conclure, mais moi je dirais en fait que ces deux leaders qui nous ont montré de très belles choses, qui ont vraiment une vraie vision, qui avaient une vraie vision pour l'Afrique. Moi, je me dis, quand il y a des personnes qui partent d'une façon assez bizarre, c'est qu'ils font de bonnes choses. C'est qu'ils font de bonnes choses. Sankara, c'est lui qui a démontré ce qu'il a fait. On sait qu'on a vu comment il est parti. Kadhafi, on l'a diabolisé, mais quand on creuse bien ce que Kadhafi a fait, c'est plutôt ceux qui l'ont tué qu'il faut diaboliser. Exactement. On creuse, voilà, on va peut-être dire que oui, son peuple a fait ça, mais la Libye n'a jamais été aussi stable, la zone dans laquelle était la Libye n'a jamais été aussi stable, aussi vertueuse que quand Kadhafi était vivant. Exactement. Depuis qu'on l'a tué, qu'il est parti, on voit ce qui se passe là-bas. C'est un Capharnaüm. C'est un bordel qui dit pas son nom. Et on n'en parle pas, on va dire oui, on va toujours mettre en avant des côtés peut-être pas très glorieux qu'il avait comme tout leader, hein. Tous les leaders ne sont pas comme toute personne. Mais les bonnes choses qu'il a fait pour l'Afrique, pour la Libye, et pour tout ça, on a parlé du projet d'eau qu'il avait fait pour donner l'eau à tout le monde. On va occulter ça, quoi. Donc je pense qu'il faut qu'on se pose une vraie question, qu'on remette certains vrais sujets sur la table. Je donne de leçons à personne, c'est comme mon avis personnel. Je pense qu'il faut vraiment qu'on s'intéresse à un développement de l'Afrique, qu'on ne mette pas ces combats de côté. Pour moi, c'est inclusif. On ne peut pas dire qu'on va développer l'Afrique en allant faire certaines choses, en ne parlant pas de ces sujets-là, parce que on a pris l'exemple de deux grands leaders de notre continent qui avaient ces préoccupations au centre de leur dossier. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment ressusciter le truc. Nathalie, je te laisserai conclure sur cette partie-là. Moi, je te dis encore bravo en fait d'avoir parlé de ces leaders-là, parce que souvent quand on parle d'écologie, on nous dit l'Afrique doit se développer quitte à polluer. En fait, alors que le Burkina, sous Thomas Sankara, s'est développé sans polluer, au contraire. Pensons développement pérenne, encore une fois. Pensons pérennité. Pensons pas à un développement où c'est juste passager. Parce que passager, ça peut prendre 100 ans. Hein. Et après, c'est les générations d'après qui vont en pâtir. Donc ça, c'est très important. En fait, développons, je peux dire, des lobbies pour influencer nos dirigeants. Oui. Pour influencer nos dirigeants. Tu as parlé de l'eau, tu as parlé de l'agriculture. Moi, il y a un sujet également par lequel j'aimerais conclure, c'est qu'aucun président aujourd'hui en Afrique ne doit prendre à la légère la nutrition infantile. Oui. Beaucoup de présidents, beaucoup de gouvernements, de ministères de la famille laissent entrer dans leur pays du lait d'un autre continent qu'on donne aux maternités. Alors que moi, je dis l'écologie. Si une mère doit être écologique, c'est l'allaitement. L'allaitement est le geste le plus écologique d'une mère, en fait, et même de toute une famille. On n'utilise pas de l'eau, il n'y a pas de biberon, et c'est le lait qui est le plus adapté à l'enfant. Donc déjà, tous ces programmes-là, il y a des structures, des ONG qui déploient des sous sur la nutrition infantile, il y a des structures qui nous ramènent du lait. Faisons attention à ça. En fait, faisons attention à ça parce que c'est également un engagement écologique. C'est très important. Je veux dire parce que les nourrissons d'aujourd'hui sont les enfants, sont l'avenir de demain. Et si aujourd'hui ils sont mal, et comment dire surtout on ne sait pas le lait qui rentre, c'est qui met dedans. Exactement. On ne sait pas. Hein. Exactement. Moi j'avais vu un reportage d'une usine française que je ne vais pas encore citer pour leur faire de la pub, dans un pays plutôt asiatique où ils donnaient du lait à la sortie de maternité et les enfants avaient des malformations. C'était automatique. Ah oui. Les enfants avaient des malformations en fait, parce que je peux dire, ils arrosent les maternités, même en France, hein, ils en donnent. Ils en donnent en fait. Donc moi je pense que c'est vraiment important qu'on revienne à ça en fait. Il y a même un lait bio n'est pas le lait qu'il faut à votre enfant. C'est ça. Et ça, c'est un programme qui doit être développé par nos dirigeants. S'ils ne savent pas le faire, qu'on les influence. Oui. Ça, c'est très important. Nous ne devons plus laisser rentrer sur le continent. C'est essentiel. Ouais, c'est clair qu'il faut aussi parler. Il faut parler de ça. Après, derrière, il y a et derrière, encore pour aller dans ton sens, c'est que même si on les entrée, il n'y a pas de contrôle. Exactement. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de contrôle. Encore en Occident, il y a des organismes qui contrôlent la mise sur le marché de certains produits
Mais en Afrique, il n'y a pas de contrôle. Mais même ce contrôle qu'il fait en Occident, on a vu récemment le scandale des laits qui étaient affectés dans des usines et qui ont été rappelés. Et c'est des laits pour enfants. En Afrique, il n'y a pas de contrôle, donc voilà, donc raison pour ne pas mettre ça en avant. Même pas laisser. Moi, je me dis en fait, ça doit même pas rentrer sur le continent parce que c'est contradictoire. L'Organisme mondial de la santé te dit que l'enfant doit être allaité 1 an en fait minimum et 6 mois exclusivement. Donc 6 mois exclusivement et on fait rentrer des laits de nourrissons et de bébés de 3 mois. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a beaucoup de choses qui clochent, je pense. Quand on parle d'écologie, quand on parle de programme de gouvernement, c'est des choses à aller chercher, c'est des choses à évoquer. C'est qu'aujourd'hui, les futurs dirigeants qui doivent diriger le pays doivent prendre en compte le combat de Sankara, le combat de Muammar Kadhafi et aussi plusieurs thématiques, que ce soit l'agriculture, la nutrition infantile, l'eau, l'énergie aussi. Donc, il y a vraiment tous ces sujets-là qui sont importants à développer et à construire. On ne peut pas construire un programme parce que souvent, ces sujets qu'on évoque quand on voit les programmes de c'est pas dedans. C'est où? Pas dedans. On les voit pas. Ils ont des programmes ultra-maïs, alors que c'est comme ils doivent être au centre des préoccupations. Et ces 2 grands leaders nous ont montré que c'est vraiment des points sur lesquels on doit apporter la plus grande attention. Et parce que ce qui est dans ton plat, c'est ça qui fait ta santé. Exactement, c'est ce qui est dans ta santé. Nous, on a vu avec le Covid, le Madagascar qui avait commencé à développer à travers les plantes comme l'artémisia pour prévenir le Covid. Et moi, j'avais vu une conférence entre le président sénégalais Macky Sall et le président malgache. Et le président lui parlait de l'artémisia. Et Macky Sall dit l'artémisia. Et donc il s'interroge. Oui, et c'était extraordinaire. L'artémisia pousse au Sénégal. Il posait la question de l'artémisia. Donc c'est pour dire qu'ils sont sur une planète. En fait, ils ont d'autres préoccupations qui sont peut-être pas entre guillemets. Je ne suis pas très politique, mais ils ont d'autres occupations. Mais je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux. Exactement. Et prendre un exemple de ces 2 grands leaders, malgré tous les combats qu'ils avaient. Ils avaient, comme dit Kadhafi, passé 27 milliards de dollars sur fonds propres pour pouvoir amener de l'eau à son peuple et à la sous-région. C'est pour dire quel intérêt il avait avec ce truc-là. Donc, malgré les combats qu'on a, si nos dirigeants nous écoutent, qui pensent qu'il y a quand même cette partie qu'il faut prendre en considération parce que c'est très important pour qu'on puisse avoir un développement vraiment pérenne, durable dans le temps, et l'écologie a toute sa place dans ce développement durable. Donc, c'est la 2e partie de l'interview. Il y aura une 3e et dernière partie. On va parler vraiment de Tanganyika. Oui. Tanganyika, donc elle va nous présenter son projet et de quoi en quoi il consiste. On voit que c'est très intéressant. Donc, on se retrouve pour la 3e partie de l'interview plus tard. Merci. Merci bien.